bonjour à tous. Vous avez un petit film muet parce qu'on a trouvé que c'était pas mal aussi, que The Artist nous avait inspiré il y a quelques temps, donc on est resté dans le muet. Juste pour illustrer ce dont on va parler et ce dont les panélistes de cet après-midi vont vous parler, je les remercie d'avance d'avoir accepté de venir avec nous pour inaugurer cette session du financement, du Web Today, qu'on veut un temps d'échange autour du financement, de la croissance des entreprises innovantes, notamment de la région Grand Ouest. Ça nous semblait important. Donc c'est la première fois que le Web Today aborde les sujets de financement. Nous avons proposé effectivement aux organisateurs de venir parler un petit peu de comment on peut aider ces entreprises tech, entreprises innovantes, à financer leur forte croissance et leur développement, puisque vous savez tous que c'est un facteur clé pour ces entreprises. Alors, en ce qui nous concerne Internext, c'est la deuxième manifestation, conférence que nous organisons dans chacune des métropoles françaises labellisées French Tech. Nous avons décidé de faire le tour des 9 métropoles labellisées aujourd'hui, sachant qu'on en annonce 3 autres dans les semaines qui viennent, donc nous allons relancer une deuxième série. Et elle fait suite donc à un certain nombre d'événements qui ont déjà eu lieu. Le premier ayant eu lieu à Paris en novembre dernier, où nous avons annoncé un certain nombre d'initiatives sur lesquelles je vais revenir. Alors pourquoi ces conférences? Parce que compte tenu à la fois des spécificités de ces entreprises, jeunes entreprises, forte croissance, développement souvent international, business model un peu disruptif, et besoin de fonds propres, et besoin de financement de façon régulière, il y a un urgent besoin, on va dire, de mobiliser l'ensemble de l'écosystème pour accompagner justement ces entreprises dans leur développement, et vous avez autour de cette table des représentants de cet écosystème. Finalement, cet après-midi, cette fin d'après-midi, au travers de 2 tables rondes, va nous donner l'occasion de nous pencher sur le défi, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, que constitue le financement de ces entreprises. Comment accompagner la croissance de ces boîtes innovantes et tech? En quoi les marchés financiers peuvent constituer un levier de développement pour ces sociétés? Et puis, quelque part en sous-jacent, pourquoi faudrait-il investir dans ces projets innovants? Puisque pour qu'il y ait financement, il faut qu'il y ait société à financer, mais il faut qu'il y ait aussi financeurs. Et donc, qu'est-ce qui fait que des financeurs, qu'ils soient aujourd'hui privés, qu'ils soient publics, qu'ils soient les marchés, s'intéressent et acceptent finalement bien volontiers d'accompagner ces entreprises? Un tout petit mot sur Internext, que j'ai la chance de diriger depuis sa création il y a 2 ans. C'est une filiale d'Euronext, l'opérateur de marché, la bourse, qui a été créée pour mieux aider justement les valeurs moyennes, les PME et les ETI, à utiliser les marchés financiers comme outil de support de leur croissance. Donc notre rôle, notre mission quotidienne, c'est d'accompagner des entreprises, de rencontrer des entrepreneurs et d'échanger avec eux sur la façon dont ils peuvent, à un moment ou à un autre, utiliser les marchés financiers pour grandir. On s'occupe aussi, bien sûr, des entreprises déjà cotées, puisqu'on ne part pas de zéro. Il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, il y a déjà plus de 320 PME ETI du domaine tech, des secteurs tech, qui sont cotés sur nos marchés. Ce qui fait d'ailleurs d'Euronext la première place de marché d'Europe continentale, boursièrement parlant, s'agissant des sociétés tech. Et pour donner un chiffre très récent, en 2014, ce sont 26 nouvelles sociétés innovantes, PME innovantes, qui ont décidé de franchir le pas et qui ont fait une introduction en bourse, levant au total, ces 26 sociétés, un peu plus de 540 millions d'euros pour supporter et financer leur croissance. Alors depuis 1 an, et depuis la création, nous travaillons avec l'ensemble de l'écosystème partout en région, mais depuis 1 an spécifiquement, nous avons mis un éclairage particulier justement sur ce secteur tech innovant. Et nous avons rencontré et travaillé avec beaucoup d'acteurs et d'experts de ces secteurs pour essayer de comprendre quels étaient finalement encore aujourd'hui les freins, qu'est-ce qui pouvait aider au financement de ces entreprises et comment remédier au moins en partie aux faiblesses de ces schémas de financement de l'innovation qu'on peut encore rencontrer aujourd'hui. C'est dans ce cadre-là que je vais vous décrire 3 initiatives que nous avons lancées. Mais ce n'est qu'un début. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin puisque l'enjeu est de taille. Le nombre d'entreprises présentes aujourd'hui sur ce Web Today, le nombre d'entreprises tech que nous rencontrons partout en France et dans les autres pays d'Europe chaque jour nous conforte dans l'idée qu'il y a fort à faire et qu'il faut être plus présent, plus acteur et plus actif pour aider ces entreprises, notamment à
Avoir plus de visibilité à destination des investisseurs. Il y a un travail de fond là aussi à faire. Les investisseurs, ils existent. Ça, c'est aussi un point que je voudrais, si vous devez retenir quelques éléments, retenez-le. La base d'investisseurs financiers existe. La base d'investisseurs boursiers existe. Aujourd'hui, rien que sur nos marchés, c'est un peu plus de 2000 investisseurs venant de 60 pays qui, tous les jours, achètent et vendent des actions sur nos marchés. Donc on ne peut pas dire qu'on doit créer de zéro, et Dieu merci. En revanche, il y a un long travail d'éducation de ces investisseurs pour les aider à mieux comprendre les business models de ces entreprises innovantes, les marchés sur lesquels elles interviennent, et j'allais dire quelque part un peu les rassurer sur la pérennité de ces marchés, de ces produits ou de cette nouvelle tendance de fond. C'est là-dessus qu'il faut travailler, puisque ça sera la clé du schéma. Alors dans ce cadre-là, donc, nous avons décidé d'accompagner davantage encore ces entreprises pour les aider à grandir en termes de financement en tout cas. Nous n'avons pas la prétention du tout de les aider à grandir d'un point de vue technologique, on est loin de notre champ d'expertise. Pour les aider à grandir, on s'est d'abord occupé de nos 320 sociétés tech déjà cotées pour leur donner l'opportunité d'être en avant, de rencontrer des investisseurs, de parler de leurs produits, de parler de ce qu'elles font, de leur développement, de leur avenir, de leur implantation internationale, etc. Donc on a lancé des programmes d'accompagnement spécifiques au travers de l'analyse financière, en signant un partenariat avec un fournisseur d'analyse financière indépendant qui couvre pour nous 320 valeurs, donc avec des fiches qui existent sur chacune d'entre elles et qui sont à destination des investisseurs. Et on lancera en septembre prochain, donc dans quelques mois maintenant, une plateforme web dédiée qu'on veut un lieu de rencontre et d'échange entre des sociétés tech cotées et des investisseurs pour que ce soit à la fois un endroit où les investisseurs peuvent trouver de l'info sur les sociétés, que les sociétés puissent utiliser cette plateforme comme outil de communication et on y rajoutera en plus du contenu, justement dans ce souci d'éducation des investisseurs, du contenu sur les grandes tendances de ces marchés, les nouveautés et ce qu'il faut en attendre pour demain. La deuxième initiative qui a été annoncée le 27 avril dernier, j'ai eu la chance de l'annoncer avec Axel Lemaire donc à Bercy, c'est la création d'un label Tech 40 qui chaque année donc labellisera 40 sociétés du domaine tech cotées sur nos marchés, ayant été considérées par un jury d'experts de ces secteurs, nous ne sommes pas dans le jury, comme ayant particulièrement surperformé ou performé au cours des 3 dernières années. Donc la première promotion a été baptisée le 27 avril dernier, 40 sociétés, dont 2 d'ailleurs de la région ouest, qui sont Equinox et Valneva, qui se sont vus labellisés pour 1 an. Et la contrepartie de ce label, c'est que nous leur proposons un accompagnement spécifique, des services premium, autour toujours de cette visibilité à destination des investisseurs. On a créé un indice boursier dès le 4 mai autour de ces 40 valeurs. On organise des roadshows pour elles, donc pour qu'elles puissent rencontrer des investisseurs. Et on leur propose aussi à ces 40 entrepreneurs de se réunir une fois par trimestre autour d'un grand témoin ou d'une problématique commune pour partager et échanger leur expérience. La dernière initiative qui va peut-être vous parler différemment et qui est un peu plus, là aussi, disruptive s'agissant de la bourse, c'est que nous allons lancer en septembre prochain un programme d'accompagnement d'entreprises non cotées pour commencer à les acclimater à ce que peuvent être les marchés financiers. Donc l'idée, c'est de sélectionner des entreprises qui, à un horizon de 2 à 3 ans, pourraient envisager d'utiliser la bourse. Je dis bien pourraient envisager, il n'y a absolument aucun engagement de leur part. Et pendant 1 an, on va leur proposer donc de commencer à les former au marché financier. Pour ce faire, on a construit un programme en partenariat avec des acteurs du monde de la finance, des banquiers, des avocats, des commissaires aux comptes, des agences de communication financière, mais aussi des académiques, puisque nous allons travailler avec Polytechnique et avec HEC, qui nous ont aidés à construire ce programme. Et pendant 1 fois par mois, grosso modo, durant l'année, c'est cette trentaine d'entreprises auront l'occasion donc de bénéficier d'une formation spécifique et dédiée autour de thèmes tels que comment présenter sa stratégie à un marché financier, qu'est-ce que c'est qu'une valorisation, on parle de corporate governance, qu'est-ce que ça veut dire, à titre patrimonial, je suis entrepreneur aujourd'hui, j'ai 100% de ma boîte ou 80% de ma boîte, est-ce que je n'ai pas des questions à me poser au moment où je pourrais envisager d'aller sur les marchés pour mieux gérer mon propre patrimoine, etc. Donc là, c'est un projet assez novateur. Première promotion en septembre. Il y en aura évidemment d'autres. L'objectif est de s'inscrire sur la durée. Promotion européenne, puisque je ne l'ai pas précisé, mais nous couvrons en fait 4 pays qui sont les 4 marchés d'Euronext, à savoir la France, la Belgique, les Pays-Bas,
et le Portugal. Donc nous aurons sur ces 30 sociétés des représentants de chacun de ces pays qui viendront effectivement partager là aussi leurs expériences et leur expertise et travailler ensemble sur ce que pourraient leur apporter les marchés financiers. Je vous le disais, c'est une première étape. Nous avons d'autres initiatives à l'étude, en projet, notamment comment utiliser l'expertise qui est aujourd'hui dans le monde du private equity sur cette connaissance justement de ces nouveaux métiers, de ces entreprises tech. Donc comment utiliser cette expertise et quelque part la transférer ou la partager avec le monde de la bourse. Donc nous avons des discussions aujourd'hui avec le monde du private equity qui est très ouvert à cette idée de mettre à disposition finalement des marchés financiers l'expertise qu'ils ont acquise au cours des années. Et puis d'autres initiatives dont j'espère avoir l'occasion de vous reparler au prochain Web Today. Alors, il y a un point qui est clé, c'est que tout ce que nous lançons, cette dynamique que nous voulons réinstaurer autour des entreprises tech, elle n'est possible que si nous avons le soutien de l'ensemble des parties prenantes dans l'écosystème. Tout seul, on va se sentir très vite un peu isolé, un peu impuissant. Donc c'est aussi pour ça que nous travaillons, que nous avons retissé des liens forts avec les membres de cet écosystème financier, avec les experts du secteur ou des secteurs tech, puisque vous savez bien mieux que moi qu'il y a beaucoup de secteurs différents dans ce domaine de la technologie. Et c'est ensemble qu'on pourra faire bouger les choses. Il n'y a pas de fatalité. Je vous le disais, 320 sociétés cotées aujourd'hui, 26 qui sont arrivées l'an dernier. Depuis le début de l'année, il y a eu 15 introductions en bourse, dont 13 concernant des entreprises tech. Donc il y a une dynamique qui est lancée. Il est notre devoir aussi de l'accompagner et de la renforcer. Et nous n'avons pas à rougir d'une quelconque compétition ou concurrence par rapport à d'autres marchés plus lointains. Il y a en Europe des entreprises tout à fait intéressantes. Il y a des investisseurs qui ont beaucoup d'argent à investir. À nous de faire que ces deux populations, ces deux communautés puissent se rencontrer et travailler ensemble. Voilà. Avant de céder la parole à Nicolas Meunier, donc, qui travaille avec moi chez Internext et qui va animer les deux tables rondes qui vont suivre sur comment accompagner la croissance et en quoi les marchés financiers peuvent aider. Je voulais adresser un remerciement tout particulier. D'abord au Web Today qui nous a fait confiance et qui a trouvé que c'était une bonne idée effectivement de commencer à distiller cette année une session autour du financement, de l'innovation et de la croissance, à nos sponsors et puis aux intervenants de ces deux tables rondes qui ont joué le jeu tout de suite, qui nous ont dit oui, on vient, on a des choses à dire, on a des choses à raconter. Un grand merci à vous tous. Je vous souhaite donc deux excellentes tables rondes et on se revoit tout à l'heure. Merci. Merci Eric. Merci d'avoir introduit effectivement le sujet de la croissance des entreprises tech. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord sur le fait que la France est devenue une start-up nation, comme on dit. Donc on est très heureux aujourd'hui d'essayer d'aborder le sujet de la croissance parce que je pense qu'il faut que toutes ces start-up grandissent. Et on est très heureux d'accueillir donc un entrepreneur et 4 experts dans le domaine qui vont essayer effectivement de nous décrypter un petit peu comment accompagner le financement des entreprises de croissance sur le secteur tech, à la fois sur le sujet spécifique de la région Ouest. On va essayer de voir un petit peu la spécificité de la région, des dispositifs et des acteurs pour vous accompagner. Puis essayer aussi de comprendre dans le schéma de financement très early stage jusqu'au marché financier, un petit peu essayer de comprendre cette chaîne de financement et de voir s'il y a des gaps à combler dans cette chaîne. Voilà, je vais peut-être vous demander de vous présenter en une seconde chacun votre tour avant qu'on aborde un petit peu plus en détail ces différents sujets. Donc si je commence tout au bout, donc Monsieur Thierry Degène, associé chez Deloitte. Oui. Donc bonjour à tous, je suis Thierry Degène, je représente le cabinet Deloitte et Inextinso, basé à Nantes. Inextinso, on s'adresse surtout aux TPE, PME et nouveaux créateurs d'entreprises.
Deloitte, on prend le relais quand ces entreprises deviennent PME, ETI et plus. À votre gauche, vous êtes accompagné de l'entrepreneur de ce panel, Jocelyn Denis. Bonjour, vous êtes le CEO de Digitaleo, basé à Rennes, un petit peu plus loin. Voilà, bonsoir. Alors, je suis des Pays de la Loire, mais la société est à Rennes. Je dirige Digitaleo, que j'ai fondé il y a 10 ans maintenant, et une entreprise spécialisée dans une plateforme qui permet aux commerces ou enseignes de distribution de pouvoir piloter leur campagne de marketing à travers tout ce qui est base de données. Et donc, on vient de faire une opération de levée de fonds assez importante il y a un mois. Merci. Frédéric Distasio, vous êtes directeur régional entreprise Pays de la Loire chez BNP Paribas. Tout à fait, bonjour. Donc oui, effectivement, je m'occupe en fait d'un centre d'affaires qui gère toute l'activité de financement des entreprises, y compris l'activité de financement de l'innovation. D'ailleurs, dans la salle, il y a Estelle Leport que vous pourrez aller voir à la fin pour toutes vos questions très pratiques sur le financement de l'innovation chez BNP Paribas. Et donc voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Merci. Patrick Baudry, vous êtes délégué innovation chez BPI France. Oui, bonsoir. Donc, je représente BPI France, Pays de la Loire, à l'occasion de cette conférence. Et lorsqu'on sera dans le vif du sujet, je vous parlerai d'un outil commun BPI France, Conseil régional des Pays de la Loire, qui s'appelle le Fonds Pays de la Loire Territoire d'innovation. J'ai notamment en charge le financement d'innovation dans les Pays de la Loire. Merci. Et enfin, Boris Golden, vous êtes principal en charge de l'amorçage chez Partech. Oui, bonjour à tous. Donc, le VC de service, c'est un moment important d'innovation. Le VC, c'est le début, parfois le milieu, aussi la fin. Donc, on parlera tout à l'heure d'amorçage. Moi, je m'occupe des startups très early stage chez Partech. On en reparlera tout à l'heure. Merci. Je vais passer la parole peut-être à Jocelyn pour entamer cette discussion de manière très concrète. Vous avez levé des fonds très récemment auprès de 2 VC pour vous développer. Juste pour qu'on rentre dans le vif du sujet, nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, quelles ont été les étapes, le pourquoi aussi de cette ouverture de capital. Voilà, un petit peu nous reposer le contexte pour une entreprise innovante. Alors, je vais vous expliquer comment ça parle pourquoi, quel est le sens de la levée de fonds, parce que ça faisait 10 ans que j'avais créé l'entreprise, et une des particularités de mon entreprise, donc on est éditeur dans le domaine du SaaS, des logiciels. Donc ça fait 10 ans qu'on fait du cloud, 10 ans qu'on fait du SaaS, et ça fait 10 ans qu'on n'avait pas fait de levée de fonds. Et donc ça, c'est une vraie particularité, c'est-à-dire que notre première levée de fonds, finalement, c'était les clients, donc on a volontairement jamais fait de levée de fonds. Et puis, on n'avait pas encore l'équipe, pas encore le projet, je pense, puis j'avais pas encore la maturité pour aller vers ça. Et donc, par contre, sentant le marché vraiment énormément évoluer, la concentration qui allait commencer à venir en Europe, et puis les opportunités surtout qu'on avait devant nous, et la vision du développement possible, je me suis dit ce serait dommage quand même que par dogmatisme tu fasses pas une levée de fonds et que tu n'ailles pas au bout de l'aventure. Et dans mon parcours d'entrepreneur, je me suis dit quand même j'ai envie de vivre cette étape, d'apprendre finalement à faire une levée de fonds, à travailler avec des investisseurs, et puis surtout derrière voilà, une nouvelle étape de croissance externe aussi sans doute à venir. Voilà, donc, et l'international. Donc je me suis dit à un moment donné l'ambition c'est bien, elle est là, mais maintenant il faut quand même des moyens de l'ambition. Donc ce que je retiens, alors les étapes, finalement ça a été, alors j'ai initié la démarche début 2014, on s'est mis autour de la table, on a commencé à écrire un plan. Bon, après on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de choses à préparer pour mettre l'entreprise sur les bons rails. Donc ça a été hyper enrichissant cette préparation à la levée de fonds. Donc on a accouché de notre plan, enfin en tout cas on était prêt fin novembre, après avoir fait tout le travail de fond qu'il fallait faire, qui était vraiment à mon avis le préalable pour mieux exécuter derrière le plan et donc avoir de bonnes relations avec nos nouveaux investisseurs. Donc bien sûr ce plan stratégique qui projette l'entreprise à 4 ans était accompagné d'un business plan. Donc on a écrit nous. Derrière, j'avais quelqu'un qui m'accompagnait dans la levée de fonds, qui m'a aidé aussi, et c'était vraiment très intéressant. Et derrière, donc j'ai commencé un petit roadshow sur Paris pour faire des rendez-vous et présenter le plan à des investisseurs qu'on avait présélectionnés. Et puis, ça a été assez rapide en fait, parce que assez rapidement, je pense que fin janvier, on avait présélectionné ceux avec qui on voulait travailler. Et puis, on est rentré dans les phases finales de négociation, etc.
Et derrière, vous rentrez dans la phase, une fois que vous avez présélectionné vraiment vos interlocuteurs, une phase juridique. Voilà. Donc c'était assez rapide, ce qu'on a bouclé maintenant, ça devait être, je ne sais plus, en avril, en tout cas en avril. Mais vraiment, ce que je retiens, c'est la phase amont, qui a été hyper enrichissante, qui m'a aidé à piloter l'entreprise d'une nouvelle façon. Et vraiment, je pense que finalement, je ne pilotais pas l'entreprise comme il fallait avant. Donc déjà, moi, c'était vraiment un succès déjà avant que la levée de fonds soit bouclée, ce que je disais d'ailleurs à mes interlocuteurs, que pour moi, c'était déjà un succès. Et je pense que ça va m'aider à mieux exécuter le business derrière. Voilà, donc les étapes ont été préparation, écrire le plan, présentation et après closing. Et au final, alors je ne sais pas si c'est peut-être l'objet d'une autre question, mais pourquoi j'ai choisi ces interlocuteurs-là, je ne sais pas. J'allais y venir, effectivement, je pense que vous nous dites que ça allait assez vite, sans doute parce qu'il y avait un gros travail en amont, voire même une sélection, si on peut parler comme ça. Ce qui serait intéressant, c'est de voir comment vous avez rencontré ces fonds, par qui, et puis effectivement, ce qu'ils vous ont apporté ensuite, parce que quelque part, il y a eu aussi un choix de votre part. Oui. Alors oui, donc juste pour, c'est vraiment très structurant de faire une levée de fonds. C'est-à-dire pour une entreprise, nous par exemple, on a fait un choix, c'est de se dédier au monde du commerce physique. C'est-à-dire, donc là, un choix qu'on a fait en début d'année 2014. Du coup, ça a orienté derrière toutes nos actions marketing, le discours, j'irais presque de recrutement même. Donc vraiment, préparer une levée de fonds, ça permet de bien avoir une bonne réflexion stratégique sur l'entreprise. Donc après, pourquoi, alors quel interlocuteur j'ai choisi? Donc nous, on a fait rentrer 2 fonds. Alors j'ai vu bien sûr tout le panorama des fonds, mais au final j'ai choisi ceux qui avaient une grande connaissance du métier du digital et des technos, parce que je pense que je recherchais finalement des gens avec qui j'allais pouvoir échanger. J'avais pas d'associé, j'étais tout seul. Je pense qu'au bout de 10 ans, j'en avais un peu marre d'être tout seul. J'avais envie de gens qui allaient m'apporter. Et... Vous savez, dans le digital, c'est compliqué parce qu'on a énormément d'opportunités, on peut faire plein de virages. Et le fait de ne pas avoir d'associés, on pilote à l'instinct. Et je pense que l'instinct, c'est bien, hein, ça marche, mais ça peut aussi faire perdre du temps et faire des erreurs. Là, maintenant, j'ai des vrais associés qui connaissent le sujet, qui m'aident à créer de la valeur, et on va bien au-delà du chèque, bien au-delà de l'argent. Et moi, je pense que je recherchais ça. Donc, globalement, j'ai eu un bon feeling avec Isaïe. J'ai senti du respect aussi sur l'histoire. Donc, c'était très simple, la négociation était facile. On savait où on en était. Par contre, ils étaient bien sûr très pointus sur les questions, mais moi, je trouvais ça très professionnel. Et puis, donc, j'ai choisi un homme, j'ai choisi un fonds, et puis surtout, je les ai questionnés sur comment ils voyaient l'avenir, la vision du développement de l'entreprise, et je les ai laissés parler. Je me suis rendu compte que c'était la même que moi, je l'imaginais, en tout cas que j'avais envie de vivre. Et donc, voilà, un bon feeling. Et puis après, j'ai fait le choix de faire venir Go Capital, qui est un fonds important, le plus gros, en tout cas dans les technos dans l'Ouest, parce que y a le côté régional. Moi, je suis attaché aux racines, et puis je les connaissais bien. Ils me suivaient depuis longtemps. Et donc j'avais un bon feeling avec l'équipe aussi, pas de problème d'ADN entre Isaïe et Go Capital. Donc pour moi ça ne changeait rien de faire venir Go Capital, j'étais pas plus dilué ou pas plus, en termes de pouvoir ça ne changeait rien. Donc je me suis dit que c'était intéressant d'avoir Go Capital qui allait m'apporter peut-être autre chose au niveau régional, avec des clients, etc. Et puis des gens avec qui j'échange, qui m'apportent tous les deux de la valeur ajoutée. Donc voilà comment j'ai fait mon choix. C'est un point clé, effectivement, 2 questions en une. C'est cette valeur ajoutée, comment elle se traduit très concrètement, j'ai envie de dire, au quotidien, dans le partage d'expériences, une mise en relation, sur le développement et votre ambition. Et la suite de cette question, c'est justement, en termes même de gouvernance, comment se traduit l'implication de ces fonds? Jusqu'où vont-ils? Est-ce que vous trouvez l'équilibre avec eux pour qu'ils ne soient pas... la crainte, souvent, c'est qu'ils soient trop envahissants, justement. Comment s'organise l'équilibre avec vous et ces nouveaux actionnaires? Alors, il y a plusieurs choses. La première, sur des exemples concrets de valeur ajoutée, c'est énormément de réseaux. Donc aujourd'hui, grâce à ces fonds, on a accès à qui on veut. Donc ça, c'est quand même un énorme réseau, que ce soit le fonds Go Capital ou Isaïe. C'est beaucoup d'échanges sur la stratégie de l'entreprise, beaucoup d'échanges sur des cibles de croissance externe, par exemple. Voilà, ça évite d'aller seul avec son équipe au front. C'est bien sûr encore plus de rigueur sur le pilotage. On était pas mal, mais parce qu'on a eu les félicitations d'Isaïe sur les due diligence. Mais c'est encore plus de rigueur avec des rythmes, des rites. Donc voilà, je trouve que c'est bien. Ça permet aussi, indirectement, ça met un petit peu plus de pression aux équipes.
de le fait d'avoir un conseil d'administration. Donc, dans la gouvernance, justement, ça c'est la nouveauté aussi. Moi, j'avais pas de conseil d'administration, donc j'ai créé un conseil d'administration. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que vous faites rentrer des gens et on a vraiment créé une équipe complémentaire avec des profils très différents. Et donc, ça permet d'avoir des gens à valeur ajoutée autour de l'entreprise. Et là aussi, avec des rythmes et des rites. Donc, voilà, donc moi je le vis vraiment très très bien. Après, bien sûr, c'est le début, donc c'est facile. On verra dans 2 ans, 3 ans si on exécute bien, si les relations sont bonnes. Mais je connais leurs objectifs. Mais voilà, en fait, tout est clair. Donc on sait quels sont leurs objectifs. On sait qu'il y aura des rendez-vous à un moment donné, mais les choses sont dites, donc c'est facile. Donc je ne le vis pas de façon intrusive. Alors c'est aussi lié à mon tempérament. Je pense que moi j'accepte le regard externe, j'accepte les critiques. Je crois que quand vous travaillez avec un fonds, en tout cas quand il est actif, il faut accepter d'avoir envie, enfin, en tout cas il faut avoir envie d'apprendre à leur côté. Maintenant, c'est pas eux qui pilotent l'entreprise, hein. Donc je dirais on échange beaucoup sur des contacts, etc. On fait parfois des rendez-vous ensemble parce que ça les intéresse, et puis moi ça m'intéresse d'avoir leur regard. Mais l'entreprise, c'est moi qui la pilote, hein. Merci. On va peut-être justement passer la parole aux investisseurs pour faire cette transition. Boris Golden, Patrick Baudry, peut-être juste pour présenter vos activités, mais pour rebondir un peu sur ce que disait Jocelyn, qui a eu la chance de choisir un petit peu les fonds qui sont venus avec lui. Dressez-nous un paysage un petit peu des apporteurs d'argent dans le secteur tech. Est-ce qu'il y en a assez? Peut-être avec un focus un peu plus sur votre région. D'accord. Donc, si j'étais un peu provocateur, je dirais aujourd'hui l'argent c'est une commodité pour les startups. En fait, tu as beaucoup parlé d'argent à valeur ajoutée finalement. Les bonnes entreprises, c'est ce qu'elles recherchent. Aujourd'hui, se financer, on a plein de mécanismes qui vont amener plus ou moins de valeur au-delà de l'argent. Et franchement, nous, ce qu'on voit sur les bons dossiers aujourd'hui, c'est que les bons dossiers, les investisseurs au sens large, ça peut être business angel, VC, de l'argent plus public, des investisseurs privés, ils se battent en fait pour les bons dossiers. Et donc du coup, la relation, elle devient inversée. Il ne faut pas croire que la relation, c'est pitchez-moi votre projet, je vous dirai si je veux bien vous financer. C'est la même chose que les recruteurs et candidats. La relation de recruteur et candidat, c'est pas j'ai une offre d'emploi à pourvoir, venez me faire la cour et je choisirai. Aujourd'hui, les bons candidats, ils sont courtisés par l'entreprise. On observe cette même égalisation du rapport entre VC et entrepreneurs. Nous, aujourd'hui, les bons projets, on doit leur expliquer pourquoi on pense qu'il faut venir chez nous, au-delà de la marque, au-delà de nos succès passés, pourquoi de venir chez nous et pourquoi la valeur ajoutée qu'on va apporter pour leur projet, elle peut être bonne. Supérieure aux autres fonds, on ne peut pas savoir, on ne peut pas avoir cette prétention de savoir ce que leur apporteront les autres, mais en tout cas leur dire voilà ce que je pense pouvoir vous apporter, moi à titre personnel, le fonds, notre réseau, notre expertise, notre expérience, et on se bat là-dessus. Donc je pense que tu l'illustres très bien, ton histoire l'illustre très bien, et on le voit dans les bons dossiers. Donc l'argent est une commodité, pourquoi c'est un peu provocateur? Parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui ne trouvent pas d'argent, c'est vrai. Mais d'une certaine façon, trouver de l'argent pour aller au stade suivant et ne plus en trouver pour la suite du développement, si on a passé une barre un peu trop facilement, c'est pas forcément bon. Donc ouais, je pense que ça illustre très bien ça. Je pense que ton cas est intéressant aussi sur l'aspect fonds national, on va dire fonds régional. On reproche parfois aux fonds nationaux qui sont en gros à Paris d'être trop parisiano-parisiens. Je pense que beaucoup de nos fonds ont fait du travail pour être de plus en plus présents en province. En particulier en amorçage. Alors moi je suis en charge d'activité d'amorçage, donc je suis tout le temps en province parce que les projets en amorçage ils sont petits, ils existent à peine, donc de Paris on ne les voit pas en fait. Quand il s'agit de mettre un tour de 40 millions d'euros, on les voit depuis Paris. Parce que nous, à Partech, on fait du seed venture growth, on met des tickets de 200 000 euros à 40 millions d'euros. Donc on a 3 étages différents, c'est des métiers différents. En amorçage, il faut être sur le terrain. Et je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée aussi des VC régionaux. Go Capital est un fonds très réputé dans la région ouest. Et je pense que c'est très intéressant de voir que justement tu as fait ce choix d'aller prendre dans les deux poches, alors que j'imagine qu'ils auraient pu tout mettre. Et tu t'es dit, ça a de la valeur d'avoir ces gens-là. Donc ça prouve aussi qu'on parle des belles histoires qui s'écrivent côté entrepreneur en province. Il y a aussi des fonds qui ont de la valeur ajoutée en province, un réseau local, une implémentation locale. Et le local, c'est une des clés de l'investissement. Être près de l'entrepreneur au quotidien, tu as un problème, en une demi-heure, il est là. Le Parisien mettra un peu plus de temps. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Donc voilà, moi je pense que ça illustre bien ça. Les bons entrepreneurs, les bons dossiers, ils choisissent leur VC autant que le VC les choisit. Et à un moment, c'est aussi bien illustré dans ton propos, c'est une rencontre entre deux personnes, ou plus, il y a plusieurs fondateurs, mais les marques de VC, c'est évidemment très important, ça envoie un signal. Si vous avez de l'argent d'un VC inconnu, on va se dire, c'est faute de mieux. La vérité, c'est que ce qui est important, c'est à un moment d'avoir cette relation avec l'investisseur, de se dire, je lui fais confiance, on se comprend. En fait, cette personne pourrait être mon cofondateur.
C'est pas lui qui pilotera l'entreprise. En amorçage, nous, par exemple, on n'a aucun pouvoir sur l'entreprise, si ce n'est celui de dire non, tu ne payeras pas 100 000 € par mois, parce que sinon ça va tout cramer, mais on n'a pas de pouvoir, c'est l'entrepreneur qui fait l'entreprise. Par contre, on essaye de lui dire, est-ce que je pourrais être ton cofondateur non exécutif quelque part? C'est ça qu'on doit chercher surtout en amorçage. Et cette rencontre entre un homme et un autre homme, un VC, un entrepreneur, elle me paraît fondamentale. Voilà un peu ce que ça m'évoque, tes propos. Je pense que BPI France pourra rebondir effectivement sur la question de la proximité, notamment régionale. C'est quoi aujourd'hui le paysage tech en France et plus particulièrement en région ouest? Alors, quand on veut parler de proximité, je pense que c'est vrai qu'on a eu un exemple emblématique. C'est la rencontre d'une belle entreprise avec les marchés financiers. Il y a beaucoup d'entreprises, de jeunes entreprises qui rencontrent de l'amorçage, donc qui rencontrent, on va dire, les investisseurs. Et je dirais qu'avant cette étape-là, il se passe beaucoup de choses. Et moi, je suis plutôt là pour on va dire, parler de ce qui se passe du côté on va dire, financement, c'est-à-dire avant même qu'une entreprise ait un projet suffisamment structuré, mature, un projet qui a souvent rebondi, parce qu'on parle beaucoup d'agilité dans ce monde des techs, il y a quand même beaucoup d'initiatives qui doivent être prises, technologiques, modèle économique, adaptation de l'offre, enfin, plein de réflexions. Et ça, bon, c'est du temps, c'est des hommes, et il faut du financement. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, même dans ces étapes qui sont un peu des étapes, on va dire, de maturation, qui peuvent durer 1 an, 2 ans, lorsqu'il y a un bon projet et des hommes qui tiennent la route, on arrive toujours à trouver une solution pour les financer. Et là, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Enfin, je vais le modérer parce que maintenant, on a des acteurs privés qui viennent avec nous et qui font bien les choses. Mais il n'y a pas énormément d'acteurs pour accompagner, on va dire, toute cette phase de questionnement, de validation d'un concept, de démarrage de développement. Et on a beau dire, là, ce sont des petites touches. Tout à l'heure, vous disiez, vous, en investissement, ça va de 200 000 à plusieurs millions. Avant d'arriver à ce stade-là, eh bien, on a des porteurs, comme il y en a plein dans le hall, qui ont d'un premier temps le besoin peut-être de 5 000 6 000 euros, et ça, on a une réponse. Et puis après, on va passer au stade qui suit, et on va mettre 10, 20, 30 000 euros. Et là aussi, on a encore une réponse, mais toujours avec une règle qui est une règle assez, je dirais, vertueuse, la règle des équilibres. C'est-à-dire que la réponse, on va l'avoir à condition qu'on ait en face de nous quelqu'un qui dit, bon, écoutez, il me faudrait 10 000 euros, mais j'ai 10 000 euros aussi, je vais apporter 10 000 euros en équivalence. Donc, avec ce système-là, on arrive à faire des effets de levier qui peuvent, on va dire, porter un projet dans des phases de développement, des fois qui coûtent 200, 300, 400 000 euros, où on aura peut-être mis 200 ou 300 000 euros on va dire, de ressources publiques ou adossées à des interventions comme BNP Paribas qui seront décrites tout à l'heure. Et c'est à ce moment-là qu'on va sortir du love money, de l'investisseur de proximité, et qu'on va pouvoir être confronté on va dire, aux investisseurs, au capital. Bon, Jérôme, on le connaît bien. Enfin, tous les bons sujets, à un moment ou à un autre, quand ils sont arrivés à ce stade-là, bon, ils vont rencontrer des investisseurs. Mais il s'est passé beaucoup de choses avant. Et pour terminer, pour vous donner un peu le paysage quand même du Pays de la Loire, bon, on va dire les Bretons nous ressemblent aussi, puisque vous êtes à cheval. Bon, enfin, au Pays de la Loire, on a quand même, il se passe des choses exceptionnelles. Un chiffre. Quand on dit toute cette petite touche, mais des touches, il y en a des multiples. Sur une région comme les Pays de la Loire, sur une année, on va financer 300 petites touches. Des petites touches qui sont entre 5 et 30 000 euros. La faisabilité. Il y a plein de porteurs qui disent, moi je veux, par exemple, faire la preuve du concept, j'ai des essais, j'ai des hommes, etc. Bon, on a une politique depuis 4 ans très volontariste, avec BPI France et le Conseil régional, avec ce qu'on appelle le Fonds Pays de la Loire Territoire d'innovation, qui permet de financer à peu près 300 petites touches par an. 300 touches. Et ensuite, ces touches-là, des fois, on va dire au moins un tiers vont passer le stade de développement, et là, on pourra aller beaucoup plus loin. Donc c'est quand même 300 sujets, entre 10 et 20 000 euros, ce qui n'est pas négligeable. Donc ça permet quand même de préparer. Ce qu'il faut surtout, c'est de ne pas passer à côté. Enfin, c'est un peu ce qu'on se dit. On a le droit à l'erreur, mais il ne faut pas qu'on passe à côté du très bon projet. À côté des bons projets,
qui vont créer de la valeur pour le territoire. Mais ça, de toute façon, s'ils sont managés par des hommes de qualité, qui sont pugnaces, on est sûr qu'ils ne nous oublient pas. Donc on les a. Alors, je vous disais, donc, 300 sujets sur un an. Et pour terminer, ça, c'est ce qu'on appelait la pandémie de l'innovation. Et là, depuis le 14 mai, depuis la parution au journal officiel, quand même, il se passe quelque chose dans les Pays de la Loire, petite région. Hein, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle le choc de financement de l'innovation. C'est quoi? On fait partie des 5 régions en France qui ont pu bénéficier, on va dire, d'une enveloppe du programme d'investissement d'avenir, donc une décision du Premier ministre. Et c'est 20 millions d'euros pour ces touches-là, faisabilité et développement, sur 2 ans, 18 mois, plus précisément. Donc 20 millions d'euros supplémentaires, c'est quasiment, on double tout ce que je vous ai raconté. Et donc il y a vraiment une volonté de booster tout ça, mais soyez rassurés, on ne financera là encore que les équipes que les bons projets. Hein. Il y en a plein, on va les aider, il y a des gens qui vont les faire mûrir, il y a des accompagnateurs, mais c'est pas parce qu'il y a 20 millions qu'on va faire n'importe quoi. Et donc, tout ça, on le fera aussi, je vais passer comme ça la parole, avec le réseau, avec des banques, avec des réseaux bancaires qui ont des initiatives, je dirais, que nous louons, hein, puisqu'elles ressemblent, on a quasiment les mêmes approches. Hein, et sur ce sujet, là aussi, il y a tellement de risques qu'on est vraiment content d'y aller avec les autres. Hein. Et merci BNP Paribas. Juste avant et Conseil régional, bien sûr. Avant de passer effectivement au métier de la banque, justement pour accompagner cette innovation, est-ce que vous sentez, alors libre à vous tous de prendre la parole, est-ce que vous sentez qu'il y a un gap de financement? D'après ce que vous dites, je comprends que voilà, dans les phases très early stage de ces besoins-là, on trouve énormément de quoi avoir réponse à ces besoins. Est-ce qu'à un moment donné, vous sentez, peut-être, Jocelyn, vous pourrez répondre, qu'il y a un gap de financement? Je voulais en fait juste rebondir sur justement le early stage. Faut savoir que Digitaléo jusqu'à il y a 1 mois, mais l'entreprise n'a pas changé en 1 mois. J'avais investi avec mon frère 15 000 €. C'est tout ce qu'on a mis dans l'entreprise. Et donc c'est à la fois beaucoup quand on démarre, mais finalement quand on tourne de l'histoire, c'est rien du tout. Et donc on peut, dans le numérique en tout cas, faire des belles aventures si on est concentré sur le client et sur son métier, et avant tout sans faire de levée de fonds. Et après, on peut lever à tout stade. Et je vois trop de projets qui vont trop vite vers la levée de fonds, qui ne sont pas prêts. Les vraies réponses, elles sont chez les clients, hein, pas au niveau de la finance, je suis désolé, mais ça peut vous aider en feedback, mais les vraies réponses du marché, c'est les clients, ce sont les clients, et donc concentrez-vous là-dessus, et vous serez d'autant plus en position de force pour aller voir les financiers, que ce soit les banques, BPI ou les fonds. Donc je vous invite. Et dans le numérique, avec l'agilité, on peut facilement faire des premières versions de produits qui sont commercialisables. Moi, mon première version de produit, elle faisait juste envoyer un SMS. Mais elle faisait déjà une valeur ajoutée pour le client et qu'il était prêt à payer. Et elle a fait ça pendant longtemps. Donc c'est très basique, mais ça se vendait. Et ça m'a permis de financer. Et je ne cherchais pas un résultat court terme, donc je réinvestissais à chaque fois dans l'entreprise. Voilà. Et après, vous enrichissez votre projet avec une vision. Mais vraiment, dans le numérique, on peut démarrer des clients très vite avec l'agilité. Alors effectivement, s'il y a des dispositifs qui aident à constituer 15 000 €, 20 000 € par projet pour lancer, faire des prototypes, et c'est super parce que c'est ce qui manque à mon avis en France aujourd'hui. Enfin, moi, j'accompagne beaucoup de jeunes en Bretagne sur la création. Et effectivement, la difficulté, elle est surtout dans le début en fait. Si la personne n'a pas un petit réseau familial ou un petit peu d'épargne pour mettre 10 000, 15 000, 20 000 €, c'est difficile de démarrer, quoi. Donc c'est ça qu'il faut qu'on encourage. Par contre, c'est le plus risqué, bien sûr. Moi, j'abonde dans ton sens. J'ai un petit bémol quand même, c'est que ton exemple, il n'est pas applicable à toutes les startups. Il y a des startups qui peuvent effectivement, si elles sont malines, qu'elles y prennent bien avec de l'agilité, du lean, sortir rapidement quelque chose et finalement bootstrapper ou pas bootstrapper, mais en tout cas déjà avoir rapidement une première version de leur produit, une proof of concept qu'elles mettent dans les mains de clients. Elles peuvent ensuite aller voir les financeurs en disant regardez, ça marche déjà un peu, j'ai besoin de vous pour que ça marche à plus grande échelle. Il y en a aussi un certain nombre qui n'ont pas cette possibilité-là parce que ça repose sur une techno qui ferait mûrir, etc. Et là, c'est là que l'argent public est hyper important. Parce que nous, notre raisonnement est exactement le tien. On se dit aujourd'hui, en 2015, venir me voir pour me dire j'ai besoin d'argent en amorçage
Par contre, j'ai besoin de 3 ans de R&D et la première réaction du client sera dans 1 an et demi sur le prototype. Moi, en tant que VC, je dis ça va être compliqué. Et pourtant, j'ai conscience en tant que citoyen qu'il y a besoin que ces projets-là aient un soutien. Et c'est là que moi, je trouve que l'argent public est extrêmement vertueux. On peut se poser par contre la question, est-ce qu'il y a assez d'argent? Moi, si vous voulez être un peu provocateur, encore une fois, je dirais qu'il y en a trop d'argent pour les projets qui n'ont pas de grosse valeur ajoutée technologique en pré-amorçage ou dans les très early stage. Pourquoi? Parce que finalement, justement, je pense que c'est assez intéressant de dire, mais débrouille-toi si tu n'as pas une grosse techno pour arriver à mettre un produit avec tes propres moyens, sans argent public. Il y a le chômage, il y a le love money, il y a un peu d'économie. En 10-15 000 euros d'arriver à mettre cette version-là. Et je vois aussi beaucoup de projets qui finalement, par une première levée de fonds, souvent d'argent public, se sont fait un peu diluer dans leurs efforts, ont perdu trop de temps et finalement, à 300 000 euros plus loin, n'ont toujours pas un produit qui mette entre les mains de clients. Donc voilà, c'est pour apporter enfin, un complément, je suis tout à fait d'accord, et une nuance, mais aussi 7 axes de lecture, on l'a, et du coup, ça fait que le VC, il ne suffit pas à financer les stades les plus amont, parce qu'il y a les stades qui demandent de l'argent public qui sont entre la R&D et l'entrepreneuriat en fait. Merci. Frédéric, peut-être un mot dans tout ce qu'on vient de dire. On n'a pas parlé de la banque. Oui. La banque, elle aussi, se transforme pour accompagner les entreprises innovantes. On a tous les schémas bancaires traditionnels. Peut-être vous pouvez nous parler un peu, vous, de votre côté, sur les programmes que vous avez mis en place pour spécifiquement accompagner les techs. Oui. Juste par rapport à la question que vous avez posée précédemment, moi je dirais qu'aujourd'hui, la France, c'est un vrai paradis je dirais, d'abondance de la liquidité. Est-ce qu'il est bon ou pas bon Est-ce que ça apporte de la fertilité au terreau que vous êtes? Je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt positif. Et je rejoins aussi ce qu'a dit Jocelyn, c'est que la principale donnée, ce n'est pas tellement le financement aujourd'hui, c'est la capacité à avoir une réponse client assez rapidement, etc. Alors toutes les techs ne permettent pas d'avoir des réponses clients rapides, mais c'est effectivement un point important. Donc sur ce qu'on fait chez BNP Paribas, donc, je pense que c'est assez complémentaire en fait, de tout ce qui est fait ici autour de la table, tant avec BPI, avec les fonds d'amorçage, ou plus tard dans la seconde table ronde, vous verrez aussi la partie bourse. Nous très tôt, en fait, on s'est dit, il y a beaucoup de gens qui poussent la porte de nos agences et qui viennent parler à des conseillers généralistes de sujets compliqués. Et donc on s'est dit, ça serait peut-être pas mal déjà qu'on ait formé des gens, et donc on s'est appuyé sur tout un tas de réseaux de tiers de confiance, dont BPI, dont évidemment les professions d'expertise comptable et autres, pour se former, en fait, pour former des personnes qui comprennent et qui vous comprennent et qui aient des chakras un peu plus ouverts que le banquier que vous pouvez avoir en tête, parfois un peu terne et austère. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et donc il a fallu trouver les bonnes personnes ouvertes. Il a fallu trouver les gens qui les forment. Et ensuite, on a ouvert donc, ce qu'on appelle les pôles innovation. Il y en a 15 en France. Hein. Il y en a 9 dans le réseau French Tech. Il y a 15 pôles innovation. Donc, c'est déjà des personnes qui ont les chakras ouverts, tournés vers vous, tournés vers votre réalité d'écosystème et son mode de financement. Donc, c'est déjà, je dirais, quelque chose qui a été assez positif. Et aujourd'hui, je dirais, depuis 2012, on avait 250 clients start-up en fait, en France. On est passé à 1200 aujourd'hui. C'est grâce au déploiement de ces pôles innovation, en partenariat avec tout un tas d'acteurs, qu'on a pu accélérer là-dessus. Le deuxième point, je pense que assez vite, on s'est dit il faut travailler sur des offres directes et des offres indirectes. Donc des offres directes, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple la construction de 3000 m² à Paris et sur le plateau de Saclay à disposition de start-upers. Ça s'appelle les WHY, les We Are Innovation, pardon. Donc ça, c'est des lieux d'hébergement, mais c'est des lieux d'accélération aussi. C'est des lieux où vous allez rencontrer tout un tas d'acteurs financiers, peut-être qui sont encore un peu loin des stages de développement dans lesquels vous êtes, mais qui vont donner des idées, hein, puisqu'on est toujours dans la notion d'écosystème. Je suis moi-même ingénieur agronome, ça me parle tout ça. L'écosystème, c'est quoi? C'est de la cross-fertilisation, de la symbiose et des échanges nourris entre des gens qui ont des contreparties à gagner les uns avec les autres. Donc voilà, ça c'est un premier point. Il y a un autre projet qu'on a lancé récemment qui s'appelle Innov and Connect. Et là, on est parti des besoins de nos clients, clients ETI et clients start-upers. C'était en gros quoi? C'était les ETI, ils sont très intéressés par l'innovation, donc ils ont lancé tous des programmes d'open innovation. Ils nous en parlaient. Bon. Et puis les start-up venaient nous voir en disant, mais vous, BNP Paribas, il y a trois
3 ETI sur 4 qui sont clientes de chez vous et qui veulent innover, et comment on pourrait en bénéficier. Bon. Et on s'est dit, c'est vrai qu'on est un peu au milieu. Et donc, de ce fait-là, en fait, on a lancé ce programme qui vise en fait à arrimer une start-up à une ETI par un processus de sélection, etc. Donc la saison 1, c'est maintenant. Ça a commencé. Donc là, par exemple, pour les Pays de la Loire, il y a eu le groupe Le Noblage, qui est au sud de Nantes, hein, qui s'est marié avec une start-up qui s'occupe de créer des objets connectés pour les personnes âgées avec des géolocalisations, etc. Donc voilà, c'est un programme qui va permettre à la start-up de grandir, au grand groupe ETI aussi de progresser sur son offre de service à destination de ses clients. Donc voilà, ça c'est typiquement des choses qu'on veut faire. Donc ça c'est les offres directes, effectivement. Il y a les offres indirectes. Les offres indirectes, c'est tous les partenariats qu'on noue, alors avec les fonds comme Partech, avec 11 fonds en tout en France, hein, 3 nationaux parisiens et 8 régionaux. C'est bien entendu notre volonté d'être souvent avec BPI France sur la partie innovation, parce que ça nous rassure beaucoup. Hein, on considère BPI France comme un tiers de confiance, de la même façon qu'on va trouver sur la région avec Inextenso un partenaire également de confiance. C'est important, un tiers de confiance pour nous. Je rappelle toujours, nous sommes banquiers. Il y en a qui disent même nous sommes que des banquiers. Et donc, en fait, on est loin de vous. Qu'est-ce que ça veut dire, on est loin de vous? C'est-à-dire que mon petit copain sur ma gauche, il va vous voir régulièrement, il parle vraiment le même jargon que vous, et il parle de VC, etc., c'est très bien. Et il parle vraiment la même chose que vous, il va vous voir souvent. Nous, un banquier, en fait, on est assez loin. Donc, quand il se passe quelque chose avec vous, dans la vie et dans le cycle de vie du développement de votre entreprise, on est toujours loin et on est toujours les derniers à être au courant. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il faut qu'on ait des tiers de confiance, c'est-à-dire des gens à qui on a confiance et à qui on va pouvoir parler facilement, qui vont pouvoir nous rassurer sur le fait qu'on peut continuer à vous accompagner, en fait. Je parlais tout à l'heure des offres indirectes et je terminerai par ça. Les offres indirectes, ça va être aussi nos partenariats qu'on a montés alors, avec des plateformes de crowdfunding. Vous avez peut-être vu Ulule Tour, hein, Ulule était venu à Nantes récemment. Donc là, c'est plutôt pour tester les produits. Et puis, il y a le partenariat avec WeSeed, où là, on va lever des fonds, on va lever de l'equity pour pouvoir vous faire grandir. Et donc ça, c'est bien complémentaire de l'offre bancaire qu'on peut apporter. Après, il y a tout un tas d'autres initiatives qu'on mène, autant avec des chaires universitaires ou avec le SCP, avec l'X, etc., que également des campagnes publicitaires, puisque les réseaux bancaires, c'est des grandes vitrines. Et donc des grandes vitrines, c'est de l'affichage. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais on avait lancé la deuxième saison d'un programme qui s'appelle Ma Pub ici, et qui permet en fait de faire de la publicité pour des jeunes entrepreneurs qui ont des projets innovants. Donc voilà, et si c'est pas encore, je ne sais plus si c'est terminé, mais si c'est pas terminé, inscrivez-vous. Et si c'était terminé, inscrivez-vous l'année prochaine. Voilà. Merci Frédéric. Autre programme qui est devenu une institution maintenant, c'est le FAST 50. Thierry de Gênes chez Deloitte, peut-être pourriez-vous nous en parler, et puis surtout, et ça fait le lien aussi avec tout ce qu'on vient de dire, comment vous accompagnez les entreprises innovantes pour se structurer justement en termes d'éléments financiers, en termes juridiques, comptables, pour qu'elles soient parfaitement paramétrées pour être prêtes pour ces phases de développement. Alors, donc en termes d'accompagnement de l'innovation, sur le plan, je dirais, com et visibilité, tant Inextenso que Deloitte, ça fait entre 10 et 15 ans qu'en région, on est acteur de manière importante par le biais de 2 prix et de grandes organisations. Pour les startups, c'est Start West, hein, qui existe depuis plus de 10 ans maintenant, et qui est... L'idée, c'est de mettre en contact justement des startups et des possibilités de financement rapide. Et puis l'autre aussi, depuis plus de 10 ans, c'est la déclinaison en région ouest de ce qu'on appelle le Deloitte Technologie Phase 50, qui récompense en fait les entreprises de croissance, puisqu'on récompense les plus fortes croissances de chiffre d'affaires des 5 dernières années. Donc Digital Edo a été lauréat à plusieurs reprises de ce prix. D'un des prix du FAST 50. Et c'est important parce qu'en récompensant le chiffre d'affaires,
on a déjà fait la bascule et au plus de 5 ans. C'est-à-dire qu'on a passé un cap de 36 mois qui est souvent délicat pour les entreprises jeunes et start-up, notamment technologiques. Et puis d'autre part, parce que ça veut dire qu'une innovation, c'est décliné parce que beaucoup recherchent, c'est finalement un marché, des ventes derrière, et le chiffre d'affaires n'est que la traduction finalement de la réception d'une innovation et de sa commercialisation sur le marché. Et ça c'est important parce que c'est vrai qu'on voit énormément de projets très intéressants, mais combien finalement se concrétisent sous forme de vente. Donc c'était l'idée derrière le Deloitte Technology Phase 50 qui a lieu chaque année début novembre. Après, en termes de métier, l'accompagnement, je dirais, il est à 2 grands niveaux. D'abord, au tout début des sociétés, l'entrepreneur, il est focalisé sur sa création, son produit, et souvent, nous, ce qu'on lui dit, appuyez-vous sur nous, experts comptables et cabinets de conseil, pour faire tout le back-office, quelque part, de façon à ce que votre temps soit consacré et uniquement consacré à ces tâches importantes pour le développement de votre société. Donc on est d'abord là, dans les phases de création et dans les phases de, je dirais, d'accompagnement back-office des sociétés. Après, quand vient l'heure, justement, de la croissance, de la recherche des fonds, on les aide, on peut se retrouver à plusieurs niveaux d'intervention. D'abord, du côté de l'entrepreneur, et là, on va l'aider justement à bâtir ce que Jocelyn évoquait tout à l'heure, les fameux business plans, parce que voilà, les financiers vont demander des business plans qui tiennent la route, et on est là quelque part pour aider le chef d'entreprise à faire son business plan, et surtout à challenger les hypothèses de business plan. Donc c'est aussi un excellent brouillon pour le jour où ils vont rencontrer les financeurs, ils soient prêts. Voilà. Donc c'est à la fois réfléchir, et je pense que quand on fait un business plan, on se pose plein de questions, et on peut finalement aller dans certaines voies et puis renoncer à d'autres, donc ça fait partie de la maturation du projet, et puis cet accompagnement aide encore à passer des phases où si on se plante lors d'une présentation, on peut se faire, voilà, la porte peut se fermer pour un certain nombre d'années, donc il ne vaut mieux pas se planter. Et puis de l'autre côté, on peut intervenir aussi côté fonds, quand justement des fonds rentrent dans des entreprises innovantes et qui nous disent, voilà, on a rencontré l'entrepreneur, on croit au type, on croit au projet, par contre on aimerait quand même se rassurer sur les états financiers et autres, et on nous demande ce qu'on appelle des due diligence, et donc on va regarder dans les comptes, et on challenge aussi de ce côté-là le business plan. Et l'idée, c'est pas de planter l'autre. En général, souvent, l'idée de la collaboration, elle est déjà là. Mais c'est de confirmer que finalement, ce qui a été présenté est conforme finalement à l'idée que les investisseurs se sont faits de la société en question. Donc finalement, en résumé, nous aussi, nous sommes une profession austère, mais on met du liant. Voilà. On met du liant parce qu'on aide finalement dans la communication entre les entrepreneurs et puis les fonds, les capital risqueurs et autres. Et tout à l'heure, Internex, vous évoquiez les stages ultimes qui sont l'introduction en bourse. Ben, on est aussi là sur ces sujets-là, puisque tant Valneva qu'Equinops, c'est Deloitte qui a aidé à l'introduction en bourse de ces sociétés. Ça veut dire là des états financiers très complets dans d'autres normes comptables que sont les IFRS. Donc c'est des projets, là aussi, qu'il faut mener à bien, pas forcément visibles par rapport à la techno même et la finalité de l'entreprise, mais des passages nécessaires pour aller là où justement vous voulez aller. Donc voilà en quelques mots comment nous intervenons sur ces typologies de marché. Merci Thierry, vous avez déjà anticipé la deuxième table ronde. Merci à tous. Juste, il nous reste 1 ou 2 minutes, peut-être l'occasion de prendre des questions dans la salle si vous en avez pour nos experts. Dans la salle. Oui, on va avoir le temps pour 1 ou 2 questions rapides.
Oui, bonjour, Olivier Marx. J'avais une question comparative par rapport à l'écosystème américain. On dit souvent que les Google, les Facebook, les Uber, les Skype, pour prendre un exemple plus suédois, on a un peu du mal à les faire en Europe. Et du coup, ma question, elle est simple, c'est est-ce que l'écosystème financier permet ce type de réussite en Europe ? Bon, je m'y colle. Non, mais déjà, c'est une très bonne question, c'est une question difficile et récurrente. Je pense qu'il y a un... Je ne suis pas d'accord avec ce que mon ami de BNP a dit tout à l'heure. Le marché de la liquidité, c'est une des faiblesses aujourd'hui de la France et de l'Europe. Alors ça dépend de ce qu'on appelle liquidité, mais la sortie, ça veut dire quand on met de l'argent en entrée, quel que soit en fait, le métier qu'on a, à un moment donné, une partie du métier, c'est de s'assurer que cet argent, en sortie, donnera quelque chose qui satisfera les gens à qui il appartient. Nous, un fonds de VC, moi j'estime que mon métier, c'est du support aux entrepreneurs. Simplement, à un moment, j'utilise l'argent de personnes. Et à un moment, j'ai des comptes à rendre aux gens qui m'ont confié cet argent. Donc, un premier point, c'est une faiblesse structurelle, il faut être honnête, hein, aujourd'hui encore de la France et plus globalement de l'Europe, c'est que des acteurs capables d'acheter la société là qui est en France pour $1 milliard, il n'y en a pas beaucoup. Aux États-Unis, il y en a beaucoup plus. Vous êtes Google demain, est-ce que vous préférez acheter la société à San Francisco, hein, à 1 heure en voiture de chez vous, ou à Paris? Souvent la réponse est à San Francisco. Donc ça, si on regarde ça sans phare, il y a cet aspect-là. Ensuite, il y a quand même des belles histoires qui sont en train de s'écrire aujourd'hui en France. Alors si on regarde pour le coup les choses sur un spectre très financier, comme ça, il n'y a pas de jugement de valeur, on regarde les levées importantes qui ont été faites. On a un Blablacar qui a levé 100 millions, un Sigfox qui a levé 100 millions, un showroom privé là, qui a annoncé la semaine dernière qu'ils avaient levé, on pense, au moins 60 millions. C'est pas très officiel, mais ça a fuité dans les médias. Donc c'est quand même des belles levées. Ça ne prouve rien sur le futur, mais ça montre quand même qu'on commence à être capable de construire des beaux champions en France. Est-ce que ce sera des champions de la taille d'un Facebook, d'un Google? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu de cette taille-là dans le domaine start-up et Internet. Je pense qu'on est en bonne voie. Maintenant, voilà, faut être conscient, à la fois il faut être optimiste, et il faut être aussi conscient des faiblesses qu'on a encore aujourd'hui sur lesquelles on travaille. Ça passe aussi par les corporates, les grands comptes, qui commencent à comprendre que travailler avec les startups, c'est pas juste faire un accélérateur, faire un incubateur, c'est aussi parfois être capable de mettre des centaines de millions pour les racheter. En parlant de BNP, on va voir ce qui va se passer dans la fintech. Je pense que je ne serais pas étonné que nos amis banquiers financent d'une autre façon l'innovation, avec des belles sorties à quelques milliards d'euros dans la fintech. On verra ça. Mais voilà, donc je pense qu'il faut être lucide. La réponse est oui, c'est possible, mais aujourd'hui, on constate qu'on est un peu en retard, c'est vrai. Mais on va rattraper ça. Oui, simplement, je pense qu'il y a une histoire de timing dans ce que vous dites. On parle de Google, enfin les 4 grands là. Je pense que leur écosystème financier était plus mature il y a une dizaine d'années, et donc effectivement il y a un effet, là nous on est en effet de rattrapage. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une abondance de liquidité qui est peut-être celle qu'ils avaient eux il y a peut-être une dizaine d'années. Mais encore une fois, vous parlez d'un écosystème, il y a le financier, mais il y a aussi le fait qu'un ingénieur de la NASA va croiser un ingénieur agronome et un ingénieur je ne sais pas quoi, et qui vont avoir une super idée parce qu'ils se sont croisés à la cafette. Et ça, c'était pas du financier, ouais, c'était juste de l'organisation telle qu'elle a été mise en place aux États-Unis, notamment sur la partie Californie. C'était une organisation aussi je dirais presque universitaire qui favorisait ce type de rencontres et ce type de cross-fertilisation. Aujourd'hui, nous, en Europe, on est en mode de rattrapage, donc je pense que tout ça revient, on reprend du terrain, mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes big players qui existent ici versus la côte ouest des États-Unis, et donc effectivement, on est un peu différent. Mais je pense que à aujourd'hui, la photo d'aujourd'hui, je pense que c'est pas le problème de liquidité. Enfin, sauf le côté, là, je suis d'accord avec toi, en entrée, mais en sortie, ça peut poser un problème. Oui. Le mot de la fin, Jocelyn. Je pense que par rapport aux États-Unis aussi, il y a le marché qui n'est pas le même par rapport à la France. Si on compare la France aux États-Unis, en Europe, il faut qu'on fasse pays par pays, localiser tout. Donc les effets d'échelle sont beaucoup plus longs, plus coûteux. Aux États-Unis, on peut tout de suite accélérer et donc avoir des effets de levier importants dès qu'ils sont financés. Donc je pense que ça joue aussi sur la partie commerciale et business des entreprises
qui leur permet tout de suite de lever plus. Hein. Voilà, on a toujours tendance à comparer les États-Unis et la France. Il faut comparer les États-Unis et l'Europe en termes de taille. Merci. Merci, messieurs. On va pouvoir passer à la deuxième table que vous avez bien largement introduite en parlant de sortie.